Et ouais, ben voilà, hyper déçu par le générique d'introduction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne JDR Game of Thrones sur laquelle on fait du jeu de rôle dans l'univers de Game of Thrones de manière ultra intense et ultra immersive. Aujourd'hui, comme chaque semaine, comme tous les mardis soirs maintenant, on fait une petite review de House of the Dragons. Voilà, ça fait toujours autant plaisir de parler d'un de mes univers favoris et de mes livres préférés. Alors c'est une review, une analyse évidemment sans spoiler. Je suis estomaqué de voir à quel point sur internet ça spoil. Mais genre, les gens avec un dédain absolu disent oui bah dans les bouquins il se passe ça, il se passe ça. On le sait que la série va vraiment se calquer sur les bouquins et qu'ils ne vont pas diverger de ce qui se passe. Donc ne vous infligez pas du spoil, n'allez pas sur les groupes de fans, n'allez pas sur les groupes Instagram. Évitez ça à tout prix. Évidemment moi je ne vais ni spoiler les bouquins ni spoiler la série. Par contre je peux développer un peu du lore autour des personnages, autour de certaines maisons, voilà, ça c'est ce qu'on va faire par exemple dans cet épisode. Mais je ne spoilerai rien, voilà, rassurez-vous. Par contre évidemment on va spoiler l'épisode, donc faites attention, si vous ne l'avez pas encore vu, passez votre chemin. Je reviens donc sur l'élément qui m'a un petit peu vraiment déçu cette semaine, le générique. J'aurais aimé que ce soit un objet artistique en soi, une nouvelle création, quelque chose de totalement nouveau, déjà par la musique et ensuite par ce qu'il montre. Je trouve que de ne pas avoir mis une nouvelle musique, ça nous ramène vraiment à ce qu'était Game of Thrones et on a déjà le souvenir de l'ancien générique en tête avec le monde de Westeros qu'on découvrait. Enfin, déjà je trouve que ça marche moins bien parce qu'on a la même musique mais on nous montre pas la même chose, du coup ça crée un effet, je sais pas, moi ça m'a fait déjà un effet un petit peu bizarre et je trouve que le générique en lui-même est pas forcément incroyable. J'aime bien l'idée de la rivière de sang qui se propage dans cette énorme maquette qui représente Valyria. Et alors on m'a expliqué, j'ai dû le revoir plusieurs fois mais c'était pas clair du tout. Alors que l'idée je la trouve plutôt bien. L'idée que cette rivière de sang en fait c'est l'arbre généalogique des Targaryens qui passe d'un roi à un autre. Voilà, je trouve que l'idée est très sympa mais c'est pas clair du tout. Il faudrait qu'on voit vachement mieux que ça représente un arbre généalogique. Puis ouais, j'imaginais quelque chose de plus intéressant où je sais pas, on allait voir par exemple des statues de dragons qui au fur et à mesure que le sang avançait elles allaient s'effondrer parce que voilà la série parle quand même un peu de ça, de l'effondrement de la lignée Targaryen. C'est pas la fin de la lignée mais ça fout quand même bien la merde. Donc voilà, un truc un peu qui ne spoilerait pas mais qui montrerait un peu, enfin qui cristalliserait un peu l'idée de la série quoi, voilà. Je suis très fan des génériques dans toutes les séries. Et là vraiment je trouve que ça fait un peu pchit quoi, voilà, un peu déçu par ce que peut nous proposer HBO là-dessus, surtout que Ramin Djawadi c'est quand même un super compositeur, il aurait pu faire une nouvelle musique, alors peut-être qu'ils en ont fait une et qu'ils étaient un peu déçus, ils se sont dit bon bah on laisse tomber, on garde le nouveau générique, peut-être que ça marchait moins bien. Moi c'est un non, j'aurais aimé avoir autre chose, j'aurais aimé avoir un tout nouvel objet artistique, on puisse se dire ah ouais putain, à chaque fois qu'il y a une nouvelle série HBO, putain ils font des génériques qui claquent quoi. Tant pis. L'épisode en lui-même, je trouve qu'il est quand même très bien. Moi, il m'a plu. Alors, je pense que je prends pas autant de plaisir en ayant lu déjà les livres, parce que je suis plus vraiment surpris. Il y a quand même tous les dialogues que je découvre, tous les personnages, tous les décors, ça c'est vraiment génial. Mais je veux dire que je suis pas surpris dans le sens où je sais ce qui va se passer. Du coup, je sais pas si je suis encore vraiment bien rentré dans la série. Il y a quand même des trucs qui me surprennent et que je trouve incroyables. Je trouve que les dragons sont vachement mieux faits que dans l'épisode 1. Voilà, il y a des scènes avec les dragons qui sont assez marquantes. Et en plus, on en a vu que 2 pour l'instant. C'est un épisode avec vachement moins d'action, mais je trouve que les dialogues sont vraiment bien travaillés, assez savoureux. Il y a 2-3 punchlines qui sont assez formidables. Par exemple la scène où Rhaenyra elle se dispute avec Rhaenys. Rhaenys lui dit non mais ils n'accepteront jamais une femme sur le trône et Rhaenyra lui dit mais ils vous ont pas accepté vous. Avec voilà l'insolence de la jeunesse où elle se dit oui moi je vais tout changer, je vais tout transformer. C'est ça qui est assez fou. Ayant lu les bouquins et sans vous spoiler, j'adore voir des gens faire des reviews de ces épisodes-là et dire ce qu'ils pensent que vont devenir les personnages. Moi, ce que j'adore, de mon point de vue de la personne qui a lu, c'est en sachant ce que deviennent tous ces personnages, quand je vois de là où ils sont partis, je suis en mode
mais qui sont ces personnages? Enfin, c'est des gens qui vont être tellement tous, et sans exception, transformés par ce qui va se passer. Quand vous voyez, quand vous allez voir ce qu'ils vont tous devenir à la fin, vous êtes en mode, mais qu'est-ce que je regardais, quelle était la série que je regardais au début? C'est ça, moi j'ai vraiment l'impression de regarder une autre série en fait, avec d'autres personnages. Et j'ai toujours dit, ça a toujours été pour moi un des trucs les plus importants d'une série, c'est que si tu as un temps long pour parler de personnages, tu dois en parler en profondeur et tu dois montrer des changements profonds. C'est pas un film de 2h30 où un personnage va pouvoir évoluer. Non, là, tu as plusieurs saisons pour faire évoluer un personnage. Il faut vraiment qu'on sente que ces personnages puissent évoluer en profondeur. Et c'est ce qui va se passer. Et je sens très très bien à quel point c'est bien écrit, que on développe petit à petit les personnages. Cet épisode il est quand même très centré encore autour du conflit entre Viserys et Daemon. Daemon qui est un personnage complètement fou. Enfin, il est aussi passionnant et incroyable qu'il est absolument catastrophique. Et j'aime beaucoup la subtilité qu'il y a dans cet épisode, qui développe un petit peu plus les problèmes géopolitiques qu'il peut y avoir dans l'épisode 1. Parce que Daemon, aussi charismatique qu'il puisse être, aussi intéressant qu'il puisse être, aussi à moitié fou qu'il puisse être, et aussi quelque part loyal à son frère qu'il puisse être, malgré tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour son frère, c'est quelqu'un qui a un potentiel chaotique extrême. Et c'est dans ce genre d'épisode où tu te dis, mais en fait si par exemple Rhaenyra venait à mourir, c'est lui qui va devenir roi, et on peut s'imaginer tout à fait qu'avec un Daemon roi, le royaume il tient pas 1 an ou 2 ans. Parce que c'est quelqu'un qui va mettre en avant ses favoris, c'est quelqu'un qui aura peut-être moins à cœur la survie du royaume, qui sera extrêmement violent, qui fera beaucoup de répression. Et du coup, je trouve qu'on comprend vachement bien en même temps le point de vue de Otto Hightower, la main du roi, qui est très clairement dans la manipulation, qui essaie de faire en sorte que le roi épouse sa fille. En même temps, on comprend qu'il pousse le roi à épouser absolument quelqu'un d'autre, pour que le roi ait d'autres descendants, puisque si Daemon par exemple venait à se débarrasser de Rhaenyra, le royaume serait dans une situation catastrophique. Et je pense quand même que même s'il a, évidemment on le sent qu'il a des ambitions personnelles, je pense aussi que déjà on comprend qu'il le fait pour aussi un but plus grand qui va être la sauvegarde du royaume. Je suis d'accord, il vend sa fille comme une esclave au roi, mais quand tu as un Daemon en face, dans la balance, voilà, enfin c'est ça que j'aime bien et c'est ça qui va faire, je trouve, la saveur de cette série-là en particulier. Je vous le disais dans l'épisode 1, c'est que les personnages sont pas tout blancs ou tout noirs. Même s'ils font des choses mauvaises, tu comprends quand même bien leur motivation. Et du coup, j'aime beaucoup comme on voit que Otto Hightower manipule le roi de manière beaucoup plus subtile pour le faire apprécier sa fille, alors que tu as d'autres joueurs du jeu des trônes qui eux sont en mode il faut que vous épousiez Laena Velaryon, ça va renforcer le royaume, voilà. Ils sont de but en blanc, ils expliquent les choses mais ils font pas appel au sentiment du roi, voilà, ce qu'il pouvait avoir de profond. Il y a évidemment cette scène ultra gênante où le roi se promène avec cette gamine de 12 ans et où il se dit non mais je peux pas épouser cette personne. Alors évidemment il l'épousera pas avant qu'elle ait... mais ils disent 14 ans, non c'est très glauque ouais. 14 ans, c'est à l'époque ils se sont tous mariés comme ça, hein, 14-15 ans. On commence à faire des enfants à 15 ans, 16 ans, bon c'est absolument évidemment atroce. Laena Velaryon c'est un détail aussi, mais par exemple Laena Velaryon, cette petite gamine, on se dit bah c'est juste un pion dans le jeu des trônes, mais non, elle va vraiment avoir une importance, c'est-à-dire que tous les personnages pour l'instant qui gravitent autour de l'histoire, où vous vous dites c'est peut-être que des personnages secondaires, non, elle va grandir, elle va avoir une histoire, elle va avoir une importance, enfin... voilà, ça aussi ça va être assez super de vous dire ah mais ce personnage là qu'on voit depuis le début en fait eh ben, il est clairement important pour la série par la suite quoi. D'ailleurs pendant cette petite discussion le roi et Laena ils parlent de Vhagar. Vhagar c'est le plus gros dragon encore en vie. Vhagar ça a été le dragon de Visenya Targaryen, la femme sœur de Aegon Targaryen qui a conquis les 7 couronnes. En fait Aegon quand il a lancé sa conquête il y a 150 ans par rapport à House of the Dragon, il l'a fait avec ses 2 femmes sœurs avec qui il était marié, Visenya et Rhaenys, qui chacune montait également 2 énormes dragons. Voilà, donc Aegon il montait Balerion dont on voit le crâne, on en a parlé dans l'épisode 1. Visenya elle montait Vhagar et Rhaenys elle montait Meraxes. Et le moment où la danse des dragons commence, où House of the Dragon commence, Vhagar c'est le dernier dragon de la conquête qui est encore en vie, donc c'est un énorme dragon absolument monstrueux, et là ils ont pris une liberté par rapport au livre, parce que normalement Vhagar est un dragon targaryen qui attend paisiblement à Fausse Dragon, là l'espèce d'énorme forteresse, des écuries en fait, c'est des écuries pour dragons. Et là la série en fait dit qu'il a réussi à reprendre sa liberté, que c'est devenu un dragon sauvage. Voilà, qui est en train de errer quelque part. Et évidemment, Vhagar a une importance dans House of the Dragon. On n'en parle pas de manière inopinée. Évidemment, il aura son importance par la suite. Voilà.
J'ai très hâte de voir Vhagar et de voir comment ils vont le représenter. Laena Velaryon me permet de parler de la famille Velaryon, de Corlys Velaryon et de sa femme Rhaenys. Rhaenys est une Targaryen, c'est la première petite fille du vieux roi Jaehaerys, qu'on a vu dans l'épisode 1, qui a été écartée du pouvoir parce que c'est une femme. À l'époque, en fait, elle avait pas encore d'enfant, elle était juste enceinte, donc on avait peur qu'elle n'ait pas d'héritier mâle. Et donc voilà, c'est la primauté du sexe mâle de son cousin Viserys qui l'a remporté. Mais elle a été mariée à un très bon parti, et les deux sont très amoureux et très liés, puisque Corlys Velaryon est le chef de la famille Velaryon. Alors les familles Hightower et Velaryon, en fait elles étaient présentes à l'époque de la série Game of Thrones, mais c'est juste qu'elles brillaient pas forcément à ce moment-là de l'histoire. Tout comme par exemple au moment de House of the Dragon, peut-être que les familles Lannister, Tyrell sont peut-être un peu moins présentes, mais elles sont quand même toujours là, voilà. En tout cas, ces deux familles énormes, les Hightower et les Velaryon, qui ont une importance extrême. Les Hightower, vous avez quand même déjà vu leur siège dans Game of Thrones. Ville-Vieille, c'est cette immense ville dans laquelle il y a une immense tour blanche au milieu qui contient la citadelle des Maestres, là où Sam et tous les maîtres de Westeros vont se former. Donc c'est une famille qui a énormément d'influence, beaucoup de pouvoir. Et les Velaryon, eux, ils sont installés sur l'île de Driftmark. Je sais plus comment c'est en français. Et les Velaryon, tout comme les Targaryens, c'est une famille très ancienne qui vient de Valyria. Alors Valyria, vous vous imaginez, c'était sur le continent d'Essos, sur une énorme presqu'île très volcanique. C'est un peuple qui a réussi à domestiquer les dragons, parce que je pense qu'ils avaient quelque chose de bizarre dans leur sang ou quelque chose comme ça. Et en fait, avec les dragons, ils ont conquis quasiment tout le continent de Essos, ceux qu'ils ont réduit en esclavage. Enfin, ça a été un empire monstrueux. Et Valyria, cette espèce de énorme cité merveilleuse, c'est le sommet en termes de civilisation de tout ce qui a pu se faire dans l'univers de Game of Thrones, voilà. Et donc ils ont régné pendant des milliers d'années grâce à leurs dragons, voilà, ils avaient des mages de sang qui utilisaient la magie du sang, et eux-mêmes en fait, ils avaient quelque chose de magique en eux qui leur permettait de dompter les dragons. C'est pour ça qu'ils dégagent un truc un petit peu étrange, et c'est pour ça que leurs caractéristiques physiques aux gens qui viennent de Valyria, c'est qu'ils ont les cheveux argentés, enfin blanc argenté ou blond très blanc, et les yeux violets. Les Velaryon ont ces traits caractéristiques, et les Targaryens ont ces traits caractéristiques. Alors pourquoi dans la série ils n'ont pas les yeux violets? Tout simplement parce que Emilia Clarke ne supportait pas de porter des lentilles, parce qu'elle avait une condition physique, je ne sais plus quoi, qui l'en empêchait, et de ce fait découle que tous les Targaryens et tous les Velaryon n'ont pas les yeux violets. Et c'est pour ça que dans l'histoire des livres, souvent pour essayer de maintenir cette spécificité qu'ont les Targaryens de pouvoir dompter les dragons, d'être... ils ne tombent jamais malades, par exemple, les Targaryens ils sont quasiment insensibles au feu. C'est des traits génétiques, et pour essayer de les conserver, c'est pour ça que les Targaryens se marient souvent entre frères et sœurs ou gens de la même famille. Et quand ils n'arrivaient pas à se marier entre frères et sœurs, ils se mariaient souvent avec des gens qui avaient les mêmes traits caractéristiques qu'eux, et donc les Velaryon. Donc dans l'histoire des livres, il y a très souvent des Velaryon qui sont mariés avec des Targaryens. Évidemment, la série a choisi de ne pas faire ça, puisque les Velaryon, ils les ont caractérisés comme des personnes de couleur noire. Que moi, je trouve très bien. Il y a une vieille polémique dessus, machin. Corlys Velaryon, il est blanc dans les livres, oui, ok. Mais déjà, problème, pour moi, qui est très intelligent et intelligemment réglé, c'est que si t'as plein de gens blancs avec les cheveux argentés, on te dit il y a deux familles différentes, tu sais plus qui est qui. Alors que là, on comprend très vite que Rhaenys c'est une Targaryen, que Corlys c'est un Velaryon, simplement par leur couleur de peau. Et dès qu'on voit quelqu'un qui est un peu mat de peau, on comprend que c'est un Velaryon, voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt très intelligemment fait. Et donc les Velaryon, même à l'époque de Valyria, c'était des seigneurs qui n'avaient pas de dragons, qui ne possédaient pas de dragons, et leur force, elle venait de leur bateau, de la mer. Et Corlys Velaryon, ce personnage assez incroyable, assez exceptionnel dans les livres, qui avant que la série commence, il a accompli 9 immenses voyages qui l'ont amené au bout du monde, jusqu'à Asshai, jusqu'à Yiti, jusqu'à l'île de Leng. Voilà, c'est quelqu'un qui, en faisant ces immenses voyages, a ramené énormément de richesses à sa famille. Et à l'époque de la série, les Velaryon, c'est la famille la plus riche, avec le plus de ressources de tout Westeros. Voilà, donc c'est une famille qui a énormément de pouvoir, et c'est pour ça que Corlys Velaryon est maître des navires de Viserys. Dans le livre, il a abandonné sa charge de maître des navires quand Rhaenys a été débouté pour la succession. Par solidarité avec sa femme, il a dit bah non, je quitte mon poste de maître des navires. Et il y a eu un moment, il y a des milliers d'années, où Valyria a connu une catastrophe, ce qu'on appelle The Doom of Valyria, enfin une apocalypse, où tous les volcans ont explosé. Il y a sûrement eu de la magie, trop de magie qui a été utilisée, tout a explosé, tous les dragons sont morts, tout le monde là-bas est mort, il n'y a que les gens qui étaient partis, qui étaient à l'extérieur, qui ont survécu.
Il y a quelques seigneurs dragons qui ont essayé de reconquérir Valyria, mais Valyria c'est maintenant cette espèce d'endroit nimbé de fumée où toutes les personnes qui sont allées, personne n'est jamais revenu. Il y a des choses ultra dangereuses, ultra monstrueuses qui sont là-bas et les personnes qui y vont ne reviennent pas. Alors il y avait les Vélarions qui étaient installés déjà à Salvemer très très loin qui ont survécu. Il y a une autre famille qui est installée à Westeros qui s'appelle les Celtigars, peut-être qu'on en entendra parler, les Celtigars qui ont une hache en acier valyrien dans leur famille. Et il y a les Targaryens. Les Targaryens, ils ont quitté Valyria avec leurs dragons parce qu'il y a une de leurs filles, je crois que c'était Daenerys, elle s'appelait, qui avait des visions et qui avait prédit en vision la catastrophe qui allait frapper Valyria. Et donc elle a dit à toute sa famille, il faut qu'on s'en aille, sa famille l'a cru. Et 12 ans plus tard, il y a eu la catastrophe qu'il y a eu. Et donc les Targaryens sont devenus les derniers seigneurs possédant des dragons. Et ils sont allés s'installer sur l'île de Dragonstone, du coup le siège ancestral de la famille Targaryen, qui était juste à côté de la capitale Port-Réal qui a été créée par Aegon. Dragonstone qu'on a déjà vu dans Game of Thrones et qu'on vient de voir dans la série, dans une scène assez majestueuse justement, où Otto Hightower vient confronter Daemon. La scène entre les deux dragons est vraiment trop bien, mais ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette scène, c'est qu'on voit à quel point Daemon c'est un peu un enfant pourri gâté, puis il a un côté, il a un potentiel destructeur et autodestructeur. C'est quelqu'un, s'il est roi, qui va faire un règne dans la violence, qui mettra en avant ses favoris, enfin l'intérêt du royaume passera totalement après ses intérêts personnels. Et ça se voit parce qu'il met quelque part en danger son amante, qui lui dit très justement, mais toi tu peux te permettre de cracher au visage de ton frère, mais si tu commences à dire des conneries, à dire que moi je suis enceinte ou que j'attends un héritier, il y a des assassins qui vont débarquer dans tous les coins et c'est moi qui vais payer le prix fort. Et puis lui il le regarde un peu, on voit qu'il est un peu en mode je m'en fous, enfin oui, ce personnage, il y a marqué KO sur son front, il y a marqué KO, voilà. Et la scène où Rhaenyra le confronte, je la trouve vraiment très très chouette. Très cool aussi, la petite punchline de mes punchlines préférées de l'épisode, où Daemon il dit oui, vous êtes qui vous déjà, monsieur Crispin? Et Criston Cole, le nouveau membre de la garde royale, lui dit peut-être que Monseigneur se souviendra le moment où je l'ai fait tomber de son cheval. Bonne punchline, c'était stylé. Je trouve que pour le coup dans cette scène, les dragons sont vraiment magnifiques, sont vraiment très bien faits. Il y a beaucoup de tension, on sait pas trop où est-ce que ça va amener. Et oui, crachat ultime au visage de son frère. Daemon, il vole l'œuf de dragon qui était destiné au frère mort-né de Rhaenyra. Il a volé cet œuf de dragon là, mais le gars n'a aucune barrière en fait. Ça, il a pas de limite dans la provocation. On sent, c'est ça qui est terrible, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour son frère, mais qui l'exprime de la pire des manières, quoi. Ce personnage est assez fascinant, dans son côté absolument catastrophique. Voilà les amis, écoutez, je crois que j'en ai dit pas mal sur cet épisode. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine pour ce moment gênant où ta meilleure amie devient ta belle-mère. Mardi soir, encore une fois, pour la review de l'épisode 3, pour le feu et le sang. Let's go!